Et si on parlait de sport ? Une émission produite et réalisée par l'association Et si on parlait de sport et animée par Laurent Garnier et Adrien Picou. Bienvenue dans la 125e émission de Et si on parlait de sport ? Ici, le sport, ce n'est pas qu'un résultat ou un score, c'est une histoire d'énergie, de passion et d'émotions partagées. Chaque semaine, on vous emmène là où tout se joue, sur le terrain, dans les coulisses, au cœur de celles et ceux qui font vibrer le sport. Avec nous, ça parle fort, ça vibre, ça s'engage et surtout, ça donne envie de bouger. Alors un grand merci à nos partenaires LG Consultant, Samper Connect, le magazine Sport Région avec André Lafenêtre, l'agence Belle Ombra avec Bruno Hamet et Dialogue Sport, des partenaires passionnés et fidèles qui partagent notre conviction. Le sport, c'est avant tout une aventure collective. Merci aussi à notre Dream Team de l'association Et si on parlait de sport, animatrices, animateurs, chroniqueurs, consultants, toujours prêts à faire vivre le sport autrement, avec le cœur et le sourire. Alors installez-vous. Mettez le son à fond. Le coup d'envoi est donné ensemble. Et si on parlait de sport ? Et on débute par l'avant-match avec une chronique spéciale événement. Aujourd'hui, on prend un peu de hauteur et on se donne rendez-vous du côté de Tournefeuille, près de Toulouse. Du 31 octobre au 2 novembre, la ville va devenir la capitale européenne de l'escalade en accueillant la Coupe d'Europe d'escalade de difficulté, dernière étape du circuit européen 2024-2025. Et pour en parler, Michel Chauvin, président du club de Tournefeuille Altitude Grimpe depuis plus de 30 ans. Et en première mi-temps, retour sur une belle histoire de passion, de réussite. Souvenez-vous, il y a un an, un jeune pilote d'Ariège nous confiait son rêve de devenir champion de France de Formule 4. Mission accomplie aujourd'hui. Cette semaine, nous recevons Alexandre Munoz, tout nouveau champion de France F4, accompagné de son père Marc Munoz, témoin privilégié d'une saison intense, et Jean Verriès, qui est le président de la Ligue Occitanie de karting, pour revenir sur cette aventure humaine et sportive exceptionnelle. On fera un point aussi sur le bilan d'une saison menée à toute allure, les moments forts d'un titre conquis au Mans, le rôle essentiel des familles et des clubs, et enfin un focus sur la toute nouvelle génération de pilotes formés en Occitanie. Et en deuxième mi-temps, on vous propose de découvrir une relation unique forgée depuis plus de 10 ans entre un entraîneur et sa joueuse. Nous irons à la rencontre de David Setbon, coach passionné du tennis club d'Aussonne, et de sa protégée Ambre Mazanque, 18 ans, récemment victorieuse du tournoi de son club. Ensemble, ils nous parleront de confiance, de travail, de mental et de cette complicité rare qui les unit sur et en dehors du court. Nous ferons un détour sur l'actualité aussi du tennis mondial avec un focus sur le Rolex Paris Masters 1000 qui vivra cette année une édition historique, son déménagement de Bercy vers Paris La Défense Arena. On évoquera l'évolution du tournoi, les raisons de ce changement et les forces en présence pour cette édition 2025. Et tout de suite, dans l'avant-match, la chronique spéciale événement avec Michel Chauvin, président du club Tournefeuille Altitude Grimpe. Et si on parlait de sport ? Avant-match. Et dans cet avant-match, c'est une nouvelle chronique spéciale événement. Aujourd'hui, direction Tournefeuille, près de Toulouse, du 31 octobre au 2 novembre. La ville va devenir capitale européenne de l'escalade en accueillant la Coupe d'Europe d'escalade de difficulté, dernière étape du circuit européen 2024-2025. Sur le mur du complexe des Kefettes, les meilleurs grimpeurs et grimpeuses du continent vont s'affronter dans une ambiance à la fois sportive, conviviale et festive. 3 jours de compétition, de spectacle et de passion, organisés par le club de Tournefeuille Altitude Grimpe, avec le soutien de la municipalité. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir un passionné et une véritable figure de la grimpe en Occitanie, Michel Chauvin, président du club Tournefeuille Altitude Grimpe, le TAG en fait, et il est président depuis plus de 30 ans. Bonjour Michel. Bonjour Laurent, bien, merci de cette interview. Merci en tout cas d'être avec nous. Michel, la Coupe d'Europe d'escalade de difficulté, c'est un événement d'envergure internationale. Concrètement, qu'est-ce que cette étape représente pour Tournefeuille et pour ton club ? Alors concrètement, c'est une prolongation. Peut-être certains s'en souviendront. En 2019, nous avions organisé le premier tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques, pour les Jeux de Tokyo. Ça n'avait jamais été fait auparavant. Donc c'est une vraie joie de réorganiser une compétition internationale. C'est une reconnaissance pour nous, évidemment, pour le club, une reconnaissance nationale et internationale
Nous allons être au milieu de l'actualité de l'escalade sportive en France et en Europe. Nous allons recevoir réellement les meilleurs grimpeurs européens. Alors c'est ce que je posais comme question. On parle donc de très haut niveau dans ce cas-là. Et qui on va retrouver sur le mur de Kefett pendant ces 3 jours? On va retrouver les meilleurs grimpeurs, l'élite en fait d'une trentaine de pays européens. C'est assez exceptionnel. C'est 30 pays provenant évidemment de France, puisqu'il y aura une grosse délégation, d'Italie, d'Espagne, de pays alentours, d'Allemagne, d'Autriche, de Suisse, Suède, Norvège et des pays de l'Est aussi qui ont des grimpeurs très 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 forts. Et aussi pour préciser là, pour être un peu chauvin là, justement, donc on aura au milieu de tout ça à peu près 13 Occitans et dont 7 issus du club du tag. Donc c'est hommes et femmes, hein, il y aura les deux. Hein. Hommes et femmes, tout à fait. Quelques noms, on pourrait reprendre les Françaises Camille Pouget, Zoé Egli, l'Italienne Laura Rogora ou une Slovène Luka Rakovic et d'autres noms là, du côté des masculins, Paul Jens en France, Avezou aussi en France, Nicolas Ouznik, Stéphane Cherz. Voilà, donc c'est un beau spectacle qui sera offert à toute l'agglomération toulousaine et en Occitanie. Pour le public, c'est une belle opportunité aussi. Pourquoi il faut absolument venir voir cette Coupe d'Europe? Absolument, il faut venir voir parce que c'est exceptionnel d'organiser des événements internationaux à Toulouse, en particulier en escalade. Un spectacle toujours impressionnant. C'est très esthétique. C'est à la fois de la force, de la danse verticale. Vous verrez des athlètes évoluer sur un mur d'une quinzaine de mètres de haut, des voies très techniques, acrobatiques, où il faut avoir de la force, de la puissance, de la stratégie, beaucoup de précision dans chaque geste et des prises de décision très rapides, puisqu'à chaque mouvement, il faut analyser et décider. Vous vivrez une ambiance de folie, hein, avec beaucoup d'émotions, du spectacle, des encouragements. C'est la caractéristique de notre sport, c'est que tout le monde s'encourage. Vous vivrez un événement dans un espace et un climat convivial, accessible à toutes et à tous. C'est effectivement quelque chose qui est ouvert à tout le monde, donc on peut venir, bien sûr, même si on n'est pas pratiquant soi-même, venir découvrir ces compétiteurs, et on le rappelle, c'est du très haut niveau, puisque c'est la Coupe d'Europe. Tout à fait. Vous allez retrouver des gens qui étaient aux Jeux Olympiques à Paris l'été dernier. Juste une question un peu sport, comment ça se passe les 3 jours? Il y a, comme dans tous les sports, il y a des phases d'élimination. Comment ça se goupille sur ces 3 jours l'organisation? Sur les 3 jours, alors ce qui est exceptionnel, on ne l'a pas évoqué, mais ce qui est exceptionnel, c'est qu'en réalité, nous faisons 2 Coupes d'Europe sur un week-end. La Coupe d'Europe senior et une Coupe d'Europe jeune, donc des U17 et U19. Pour tous, ça passe par une phase de qualification. Ensuite, pour les seniors, il y aura une phase de demi-finale et évidemment une sélection, 8 iront en finale. Et pour les jeunes, ce sera une phase de qualification. Et enfin, 8 seront, ou une dizaine seront sélectionnés en finale. L'organisation générale, c'est les qualifications et en journée, l'accueil est gratuit. Tout le monde peut venir. Et notamment venir découvrir un village d'exposants qui est composé d'équipementiers du monde de la montagne et de l'escalade, mais pas que. Nous souhaitions aussi faire venir des associations un peu solidaires ou dans le développement durable et également des artisans dans les arts créatifs. Donc, comme on n'est pas si loin de Noël que ça, c'est l'occasion pour vous de faire vos achats de Noël avec ces artisans merveilleux. Alors, tu tiens justement à cette dimension d'ouverture et d'accessibilité. C'est aussi l'ADN du club de Tournefeuille Altitude Grimpe, d'après ce que j'ai compris. Oui, absolument. C'est l'ADN depuis une trentaine d'années maintenant. Nous cherchons à donner la possibilité à toutes et à tous de venir grimper, et en particulier nous accueillons des jeunes, des très jeunes. Nous accueillons également des personnes en situation de handicap, que ce soit mental, que ce soit visuel ou que ce soit sensoriel. Nous accueillons aussi les personnes suite à des cancers pour les remettre en fait
dans la vie normale et surtout reprendre possession de son corps et de son esprit. Donc globalement, c'est ouvert à tout le monde et nos mantras, c'est la solidarité, la sécurité, la passion, le partage, vivre ensemble et progresser ensemble. C'est une aventure, c'est un sport individuel et c'est aussi une aventure collective, humaine et riche, très très riche. Et c'est tout l'esprit de ton club qu'on retrouve dans cette organisation, donc inclusif, responsable, tourné vers le partage. Tout est pensé pour que le public puisse venir facilement, donc bus, TCO, parking à vélo, espace de covoiturage, même la petite restauration locale, d'après ce que j'ai compris. Absolument. On a eu des partenariats avec TCO pour que tout le monde puisse venir de Toulouse assez facilement. Ils vont augmenter en fait les fréquences des bus en fonction des besoins pour accéder à l'espace sportif des Quais. Également dans ce côté solidarité et partage, au milieu des épreuves d'escalade par les athlètes, nous organisons des activités de découverte de l'escalade. Donc le vendredi après-midi, c'est découverte pour des personnes en situation de handicap qui peuvent venir grimper, découvrir l'escalade et qui seront par ailleurs encadrés par nos propres para-escalade. On appelle ça la para-escalade. Et le samedi après-midi, ça sera ouvert à tous les publics, tous ceux qui veulent grimper. Nous aurons à disposition nos encadrants et le mur, une partie du mur sera dédiée à un public débutant, jeune ou moins jeune. Un petit rappel, si tu veux bien, Michel, pour le lieu exact, pour les gens qui ne connaisseraient pas exactement, est-ce que tu peux nous préciser et où est-ce qu'on peut éventuellement s'inscrire ou regarder, avoir des informations? La compétition se passe à Tournefeuille, à l'espace sportif des Quais. Pour avoir plus d'informations, il faut aller voir notre site www.tag.asso.fr. Là, vous aurez toutes les informations et les liens pour venir acheter et prendre les tickets pour les soirées, puisque on l'a pas précisé, mais les phases finales et demi-finales qui se passent en soirée sont payantes. Donc, c'est des entrées payantes. Bon, voilà. C'est très modique, c'est entre 12 et 18 euros. Voilà, ben vous savez, ouais, vous savez tout, et nous on va remettre les liens, Michel, sur le site et dans les réseaux qu'on va communiquer l'événement des mercredis soirs comme d'habitude. Parfait, merci bien. Et n'oubliez pas, il y aura une restauration organisée par le TAG, donc vous pouvez venir sans difficulté. Il y aura le spectacle et également tout ce qu'il faut pour vous soutenir. Sustenter, tu voulais dire. Sustenter. Tout à fait. Avec des boissons, des plats et en l'occurrence, nous avons un partenariat avec un lycée professionnel. Donc voilà, on a voulu impliquer aussi un lycée qui a préparé des repas et qui nous les a fournis et qui seront donc délivrés par nos adhérents. Voilà, tout ce qu'il faut pour vous soutenir. Donc 3 jours de champions de spectacle et un public donc prêt à vibrer. La Coupe d'Europe d'escalade de difficulté, c'est à Tournefeuille du 31 octobre au 2 novembre. Et c'est à ne pas manquer. Un grand merci, Michel, à toi et à toute ton équipe du TAG qui font vivre la passion de la grimpe depuis plus de 30 ans. Merci et venez tous. Et on vous accueillera tous et toutes avec un grand plaisir et avec chaleur et émotion comme nous le faisons toujours. Merci à toi et bonne continuation et surtout bonne compétition. Merci à vous. Et place maintenant à la première mi-temps de cette émission Et si on parlait de sport avec Alexandre Munoz, Marc Munoz et Jean Verriès. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Retour sur le plateau, et si on parlait de sport, aujourd'hui c'est une émission un peu particulière parce que l'on tient une promesse. Il y a 1 an à peu près, un jeune pilote plein d'ambition était venu nous parler de son rêve, devenir champion de France de Formule 4. Et on lui avait dit, si tu décroches le titre, tu reviendras nous en parler. Eh bien, promesse tenue. Et oui, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Alexandre Munoz, tout nouveau champion de France F4, accompagné de son papa Marc et de Jean Verriès, président de la Ligue Occitanie de karting. 3 invités. Une même passion, le sport automobile. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pour commencer, pouvez-vous chacun vous présenter brièvement pour nos auditeurs? Alors, Jean Verriès, je suis président de la Ligue Karting Occitanie-Pyrénées. Je suis retraité, donc tout mon temps pratiquement est consacré à m'occuper de la Ligue de karting et bien sûr passionné de sport automobile.
Moi, je m'appelle Alexandre Munoz, j'ai 16 ans et je suis pilote en sport automobile. J'ai commencé en 2020 le sport auto par le karting. C'est là où j'ai rencontré Jean pour les premières fois. Et depuis, j'ai évolué, donc j'ai fait 3 années de karting et là j'en suis à ma 2e année de monoplace et j'évolue chaque année et j'espère encore évoluer vers les futures années et aller au plus haut possible. Bonjour, moi je m'appelle Marc, je suis le papa d'Alexandre, donc j'accompagne Alexandre depuis quelques années sur la pratique du karting. D'ailleurs, je profite pour remercier Jean, ici présent, notre président de ligue. C'est lui qui a invité Alexandre à participer à sa première course de karting. Personnellement, je n'étais pas du tout dans le secteur. J'aime bien les voitures, mais ça s'arrêtait à peu près là. Et donc, Jean nous a invités à participer. Alexandre a trouvé ça extraordinaire. Donc, c'était une très belle expérience. Et 4-5 ans plus tard, on se retrouve avec une très belle saison de F4 et une activité aujourd'hui qui est pleinement axée sur la recherche de partenaires et de teams pour l'année prochaine. On va en parler. Alexandre, d'abord, toutes nos félicitations. On est très content de te revoir ici avec le grand sourire, la banane, comme on dit. Tu es revenu ici avec le titre de champion comme promis. Tu as commencé la saison donc à Nogaro par une victoire et tu l'as terminé au Mans par une victoire aussi. Qu'est-ce qui te fait revenir ici 1 an après ce titre ? Ça fait beaucoup de choses, je pense. En commençant la F4, le but c'était de faire une année pour apprendre avec une progression durant toute l'année et après une année pour performer. C'est ce que j'ai fait l'année dernière. J'ai progressé toute l'année. Je suis allé chercher même une victoire au Castellet, ce qui m'a permis de venir à la radio pour une première fois. Et voilà, cette saison, le but c'était de gagner. C'est ce que j'ai fait. Donc c'est sûr que ça fait beaucoup de choses. Ça fait comme si j'avais rempli l'objectif. Donc ça c'est super. C'est ce qu'il fallait en début d'année. C'est ce qu'il fallait pour pouvoir évoluer en Formule 3 européenne pour l'année prochaine. Donc je suis très content d'avoir obtenu ce titre et maintenant je me concentre sur ce qui va arriver plus tard. Moi j'ai une petite question, qu'est-ce qui a réellement changé depuis l'année dernière en toi ? Beaucoup de choses. Déjà j'ai quitté le cocon familial un peu en janvier. Je suis parti vivre au Mans tout seul alors que j'avais 15 ans pour rejoindre le Pôle France. Donc c'est sûr que c'était une grande étape pour un jeune de 15 ans, quitter la famille, s'installer dans un appartement en colocation. Donc ça c'est sûr que ça m'a fait prendre beaucoup en maturité et c'était bénéfique pour mon caractère et puis surtout ça m'a fait grandir et des choses comme ça, c'est sûr que quand on se bataille pour un titre, prendre en maturité, d'expérience, c'est sûr que des choses comme ça sert beaucoup. Et après sur le plan technique j'ai beaucoup progressé sur comprendre un peu la voiture. Au début j'étais très jeune donc je dis pas que je conduisais pour conduire, mais je comprenais pas tout ce qui allait dans la voiture. Et là, c'est sûr que comprendre les pneus, comprendre comment les gérer, et c'est plein de choses qui ont été très bénéfiques pour aller chercher ce titre. Donc j'ai progressé sur ça, sur toute la gestion de pneus, mais aussi sur mes qualifications, parce qu'elles ont été j'ai été très performant en qualification cette année, ce qui m'a permis de partir devant et d'aller chercher de beaux résultats. Donc je pense que c'est les points qui m'ont fait vraiment, qui m'ont permis d'aller chercher ce titre et sur lesquels j'ai vraiment progressé entre ces 2 années. La F4, c'est un niveau d'excellence énorme. Comment tu as préparé donc entre FFSA Academy, les études, les week-ends de course ? Tu disais à l'instant que 15 ans, tu arrives là-bas. Comment tu gères ? Pour les jeunes qui écoutent, qui doivent avoir des grandes oreilles sur ce que tu leur racontes là, comment tu as géré ça finalement ? Au début, c'était compliqué. On passe d'être géré par toute la famille, où on fait chacun ses petites tâches, mais on fait pas grand-chose, on dirait. Et après, en fait, il faut apprendre à tout gérer tout seul. Donc ça commencerait que par faire le ménage, la cuisine, tout quand on rentre à l'appart. Donc ça, c'est sûr qu'au début, c'était un peu compliqué. T'as pas fait l'armée, toi, tu connaissais pas ça donc. Non. T'as pas embauché une femme de ménage non plus ? Non, on était autonome avec mon colocataire. Donc c'est sûr qu'il fallait apprendre ça. Mais en plus, il y a le sport automobile. C'était pas que vivre. C'était aussi avoir un bon rythme de vie pour être à fond dans le sport. Beaucoup de préparation à la FFSA, donc à peu près 15 heures de sport par semaine. Fallait bien se nourrir, bien dormir pour être en forme. Et en plus de ça, je faisais beaucoup de simulateurs, beaucoup de préparation aussi. T'as un cursus d'études quand même, tu suivais bien aussi sûr. Un cursus. C'est super important de continuer les études. Puis comme m'a appris ma maman, il faut avoir un plan B. On ne sait pas ce qui peut arriver dans ce sport. C'est un sport très compliqué.
Il faut que toutes les étoiles s'alignent pour aller au plus haut niveau, mais si ça ne s'aligne pas, il faut avoir une porte de sortie. Et c'est pour ça que les études sont super importantes. Et même aujourd'hui, en plus, le sport et le sport automobile deviennent de plus en plus complexes. Tout se modernise un peu, donc il faut avoir la tête bien en place. Et c'est sûr qu'il faut continuer les études. Donc moi, je suis en première cette année. Et au pôle, on suit un cursus via le CNED, mais avec des profs en présentiel. Donc c'est presque du cours particulier. Et c'est sûr que ça permet de bien suivre les études en parallèle de notre sport, qui nous prend quand même beaucoup de temps. J'ai une question à te poser. On a reçu il y a pas longtemps une jeune femme ici qui faisait de l'aviron, de ton âge à peu près, Ouais. et qui nous disait qu'elle faisait à peu près 4 à 5 heures par jour d'aviron, d'entraînement entre le pôle, etc. Combien tu fais d'heures d'entraînement par jour, toi? Comment ça se passe? Nous, on est dans un milieu où on roule pas beaucoup, c'est-à-dire que les entraînements sur circuit, on en a presque pas. Après, on fait pas vraiment on n'a pas de journée type où ça va être très précis. On va se dire, ce jour-là, je fais 2 heures, 3 heures. C'est plus au feeling. Le lundi et le vendredi, souvent, c'est là où on s'entraîne au simulateur avant les courses. Et c'est un peu notre seul moyen de rester en contact avec la piste et d'entraîner notre technique. C'est le seul moyen, le simulateur. Donc on fait en moyenne une journée à une journée et demie avant une course. C'est pas vraiment on fait 2 heures par jour ou quoi. C'est avant un meeting où on fait une journée et demie. Et en plus de ça, on fait beaucoup de sport pour être prêt, parce que il faut faut avoir une bonne condition physique pour tenir les Formule 4. Donc c'est à peu près ça le rythme d'entraînement. Moi, il y a quand même quelque chose qui a changé. Tu es quand même champion de France de F4. Quels ont été les gros sacrifices que tu as fait cette année et les plus durs à faire pour arriver à un tel niveau? Je pense que partir de la maison quand on a 15 ans, c'est quand même beaucoup de sacrifices. J'habite à 600 km de chez moi maintenant. Je vois plus ma famille. Je les vois, je pense, une fois par mois. Mes copains, je sors plus avec eux. C'est sûr qu'au début, c'est compliqué, mais au bout d'un moment, il faut donc quand on a des grandes ambitions, il faut mettre les sacrifices à la hauteur de nos objectifs et nos ambitions. Après, je fais ça par passion et je fais ça par envie. C'est pas forcément des sacrifices, même si c'est difficile à des moments. C'est sûr que plus voir ses amis, plus trop sortir avec toute sa famille, voir aussi toute sa famille, c'est compliqué. Mais quand on aime et qu'on sait qu'on travaille dur pour arriver à nos objectifs, on le fait par envie plus. Tu disais que dans la presse que j'ai lu, que ta victoire à Nogaro avait été le plus beau cadeau d'anniversaire que tu pouvais offrir à ta maman. Donc d'abord, on la salue, ta maman. C'est important pour toi de partager ces moments avec la famille ? C'est super important. Moi, je pense que depuis que j'ai commencé, c'est une aventure familiale qui s'est créée autour du projet. Le sport, en général, m'a été transmis par ma famille. Ma mère était très sportive et elle continue de l'être, à être très active dans notre village. Car elle est présidente d'un club de danse. Mon papa, il faisait du sport depuis qu'il était très jeune. Il m'a mis à la moto très tôt. Mais c'était l'activité principale dans la famille, c'était faire du sport, se bouger. Donc c'est sûr que quand on vit le projet à 100%, et en plus moi j'ai la chance d'avoir une famille au top derrière moi, donc on suit et ils suivent toutes les courses. Et ils suivent vraiment le projet, ils se donnent à 100% dans le projet. Donc c'est sûr que c'est pas moi qui vis l'aventure, c'est vraiment un groupe et ma famille qui suit toute cette aventure tous ensemble. Donc c'est sûr que aller gagner pour l'anniversaire de ma mère, c'était le plus beau cadeau d'anniversaire possible. Alors ta saison, elle a été riche en émotions, des hauts, des bas, à Spa où tout a été simple, puis cette apothéose n'a pas été simple finalement, et puis à l'apothéose au Mans. Quels ont été les moments les plus marquants pour toi ? Je pense le début de saison déjà a été très très positif. Je vais gagner toutes les courses principales. Donc c'est sûr qu'en démarrant comme ça, on s'est dit qu'est-ce qui peut vraiment nous faire tomber et nous faire perdre le championnat. Et Spa a été vraiment le premier coup de théâtre du championnat, parce que en fait au milieu de saison, on remarque que j'ai gagné presque la majorité des courses principales. Mais qu'au championnat, si on fait un point sur le résultat, j'ai que 13 points d'avance et ça m'a fait perdre beaucoup de points. Donc Spa, ça a vraiment relancé un peu tout, mais ça m'a aussi fait prendre en expérience, en maturité, et ça m'a appris qu'en fait chaque point était important. Et
justement quand on se bataille pour un championnat comme ça, il faut être minutieux de chaque résultat, de chaque point pris, et aussi de ne pas prendre trop de risques quand on joue un championnat, parce que c'était vraiment la première fois que je me bataillais pour un titre. Donc moi je voulais prendre des risques pour aller chercher des victoires, c'est ce que je faisais depuis le début de la saison et ça marchait. Et c'est sûr que Spa, ça m'a appris à prendre un peu moins de risques à chaque fois, aller chercher les points qu'il faut, et le maximum de points sans prendre trop de risques. Donc Spa a été forcément le premier moment clé du championnat où j'ai perdu pas mal de points. Et après, la suite du championnat, j'ai pris les points qu'il fallait pour aller chercher ce titre roman avec toute ma famille. On sent cette belle passion pour le sport auto. Comment as-tu géré cette pression pendant cette fin de saison et surtout quand tout pouvait basculer, comment tu l'as géré tout simplement? En fait, je savais que j'avais le rythme. Depuis le début de l'année, j'avais gagné beaucoup de courses. Le rythme était là dans chaque circuit, donc il fallait être serein et confiant par rapport aux armes que j'avais entre les mains. Et je savais que avoir du stress ou avoir des moments de doute, ça pouvait me faire perdre beaucoup de mon momentum, entre guillemets, et surtout mon championnat. Donc moi, j'étais serein sur la performance que j'avais, sur les résultats que je pouvais aller chercher et qui pouvaient aller me donner le titre, entre guillemets. Donc j'ai pas ressenti vraiment de pression. J'ai bien géré ça parce que je savais que j'avais les armes pour aller chercher ce titre sur la fin de saison. Donc il fallait se concentrer sur les bonnes choses, rester concentré sur les bons objectifs et pas sur ce qu'il y avait autour. Donc pas se focaliser que sur gagner le championnat, mais plutôt aller prendre le maximum de points possible par course, aller chercher les meilleurs résultats à chaque fois que je vais sur la piste. Et à la fin, j'ai eu le titre au moins. On voit que tu maîtrises bien maintenant les interviews, ça a l'air très très pro. À côté de toi, il y a ton papa, Marc, qui t'a accompagné sur toutes les courses. On va prendre un petit instant avec lui. Marc, comment on vit ça quand c'est son fils qui joue un titre de champion de France? Tu me disais en aparté avec un peu d'humour que tu avais été le taxi. Moi, j'ai pas l'impression que tu es uniquement taxi quand on a un fiston qui est dans une voiture qui va à je sais plus combien de kilomètres heure. 240. Comment on vit ça, Marc? Tout simplement, on apprend. Donc depuis à peu près 3 années aujourd'hui, on découvre plein d'occupations, celle de manager, celle de taxi, forcément, puisqu'on visite énormément le pays et d'autres pays européens. On apprend à gérer un budget, on apprend à gérer des partenaires, on apprend à gérer des instants extrêmement positifs de joie par le succès. On apprend à gérer des moments de frustration qui peuvent arriver et qui font partie d'une saison. Et je me souviens... En tout début d'année, je discutais avec des personnes de la Fédération française de sport auto qui me disaient on voit Alexandre faire partie des gens les plus rapides du circuit F4 cette année. Mais par contre, attention, gagner un championnat va devenir quelque chose d'extrêmement difficile. Et au moment où il m'a dit ça, je ne mesurais pas ô combien il avait raison et ô combien, effectivement, on devient, entre guillemets, l'homme à abattre quand on est en tête du championnat et dès qu'on pose les roues sur la piste, on devient la personne à suivre, la personne à aller embêter, à aller taquiner. Donc oui, ça nous a tous mis sous pression ce championnat, mais pour une belle fin. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Le champion qu'il est devenu ou la personne en soi? Les deux sont intimement liés, de toute façon. Alors, je ne suis pas en train de dire que s'il n'avait pas été champion, il n'aurait pas été une belle personne, loin de là. Non, ce qui est important, c'est le comment. C'est les efforts qu'il a pu faire, c'est le travail minutieux qu'il a mis en œuvre. C'est je dirais, la vague de positif et de solidarité qu'il peut y avoir autour du projet, que ce soit la famille, que ce soit tous nos proches, nos partenaires. Et il suffit de voir... j'ai gens à côté, le podium final à l'Édonon avec quasiment tous les partenaires en pleurs tellement ils étaient heureux de vivre cet instant. C'est des moments que seul le sport de haut niveau peut amener et ça fait vraiment chaud au cœur de vivre ça. Merci Marc, c'est un beau témoignage et je tenais vraiment à t'avoir dans cette interview parce que c'est important aussi d'avoir le rendu des parents. Je sais que dans ce qu'on lit, dans ce qu'il dit, il en parle avec passion, mais merci d'avoir accepté de répondre à cette petite interview. C'est important aussi pour les gens qui nous écoutent, pour les papas, les mamans qui sont aussi avec des jeunes et qui parfois s'angoissent, se posent des questions. Merci d'avoir répondu à cette interview là-dessus, ça me paraissait important. On va essayer justement, tu viens de le dire, de parler maintenant avec Jean Verriès
qui lui a un peu plus d'expérience. Il est président de la Ligue de karting Occitanie-Pyrénées. Jean, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci. Tu sais que tu es le bienvenu dans cette émission quand tu veux. On a maintenant le plaisir de te recevoir depuis plusieurs émissions. Tu suis Alexandre depuis ses débuts en karting et plus largement de jeune pilote. Comment tu vis ces réussites, alors la sienne, mais peut-être d'autres aussi autour de lui? C'est une grande fierté pour moi de voir que j'ai mes pilotes, les pilotes de ma ligue qui arrivent à performer comme ça, quoi. Mais surtout de voir la passion qui se transforme en réussite, quoi. Puisque Alexandre nous en avait parlé la dernière émission, que c'était une passion, mais maintenant on voit que vraiment c'est vraiment une passion et une concrétisation de son... Est-ce que tu l'as senti, toi, cette petite graine là qui était en train de mûrir? Est-ce que, de ce que tu perçois quand tu es sur les terrains, on les sent certaines fois dans des compétitions? Tout à fait. Le premier podium que je me rappelle, c'était il y a 5 ans, hein, c'était les EFK dans la course, où Alexandre, on lui avait prêté un kart cadet, et où il a gagné à la Vlanée, c'était ou à Muret. Non, c'était... le premier, c'était Muret. C'était Muret, ouais. Et donc, il a gagné cette course, mais bon, c'était un garçon épanoui et content d'avoir gagné, etc., quoi. Et j'ai vu dans la dernière vidéo qui a été faite, quand il a découvert son premier kart. Là, c'était extraordinaire. Alors, quel message tu adresserais, toi, maintenant aux jeunes qui rêvent de se lancer dans le karting, mais qui, c'est une question qu'on pourrait poser à tous les deux d'ailleurs, mais qui n'osent pas forcément franchir le pas? Il y a plusieurs problèmes au niveau du karting. Il y a déjà les budgets qui deviennent de plus en plus importants, de façon à arriver à performer. Et puis après, c'est qu'il faut travailler, il faut rouler, faut avoir de l'ambition et puis une passion pour arriver jusqu'au bout, quoi. Maintenant, on va parler un peu sur la saison de karting. Quel est le mot du président sur la saison de karting sur cette année? Mais notre championnat est un bon championnat. On a de belles catégories, on a de beaux plateaux. On a eu environ 800 pilotes sur notre championnat de ligue, ce qui est très très bien. Et on a mais il faut travailler. On a des projets encore pour l'an prochain de façon à apporter aux pilotes plus de plaisir de venir faire des courses chez nous. Et puis après, maintenant, il faut travailler aussi sur remplir ces championnats. Donc, on a mis en place une sélection de pilotes au niveau des courses, des pistes de loisirs. Donc on a fait une sélection de pilotes en loisirs pour les amener vers la compétition, leur donner l'envie de courir en compétition. Et justement, en parlant de cette relève, comment on se prépare à détecter les futurs Alexandre Munoz? Alors, sachant que, bien sûr, il n'est pas bien grand encore, on va lui laisser le temps de mûrir. C'est un minot. Voilà, encore. C'est un petit minot. Mais voilà, comment on fait, comment on se prépare pour détecter ces futurs... Je pense que c'est comme partout, quoi. Il faut avoir beaucoup de pilotes pour en sortir un ou voire en sortir deux. On a un club qui est assez performant pour ça avec nos écoles de karting. Et cette année, on va voir le petit Paul Glaze qui est issu du même club qu'Alexandre et qui va rouler en F4 pour sa première saison. On va voir sa progression. Il a eu une belle progression en Oka Junior cette année. Et maintenant, il franchit le pas de la F4. Donc, on va le suivre lui aussi avec passion. Alors quand on voit Alexandre, faut pas qu'il prenne la grosse tête non plus, hein, mais aujourd'hui c'est un message d'espoir peut-être pour toute cette jeune génération. Je crois que c'est un peu ça qu'on peut retenir. Oui, je pense. Ouais, c'est un message d'espoir et de les faire travailler parce que bon, Alexandre en a parlé un petit peu, mais c'est beaucoup de travail, beaucoup de simulateurs, beaucoup d'exercices physiques pour avoir la carrure et le gabarit pour conduire une voiture, parce que c'est quand même relativement physique. Et je crois qu'on peut rajouter une chose qui est importante aussi, c'est le mental. Oui. Je pense que c'est bien dans une voiture, on peut faire plein de choses, mais en même temps, je crois qu'il l'a prouvé, il faut être fort dans la tête, parce que quand tu as 15 ans, on accepte pour la passion, c'est une chose, mais après, il faut tenir dans la durée.
être loin de ses parents, c'est pas facile, il faut s'encadrer. Et comme il l'a dit très justement, j'espère que c'est un beau message, il faut aussi travailler. On n'obtient rien sans boulot et c'est un bon message. Merci à tous les trois pour ce beau moment. Alexandre, encore bravo pour ce titre de champion de France F4. Ça nous fait plaisir de te recevoir, vraiment. On est très heureux pour toi. Félicitations pour cette belle aventure familiale aussi. Et Jean, merci pour ton engagement au service du karting occitan et des jeunes pilotes. Une émission pleine de passion, de talent et d'avenir. On espère vous retrouver donc à nouveau autour de ce plateau. Voilà, c'était la première mi-temps de Si on parlait sport consacrée à l'aventure d'Alexandre Munoz, nouveau champion de France de Formule 4 avec son papa Marc, et Jean Verriès, président de la Ligue Occitanie de karting. Une belle histoire de passion, de persévérance, de transmission qui illustre parfaitement la richesse du sport automobile en Occitanie. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Merci. Mais restez bien avec nous car la deuxième mi-temps arrive dans un instant avec nos invités David Sedbon et Ambre Mazangue pour nous parler tennis. C'est la mi-temps, retour au vestiaire, on se retrouve dans quelques instants après quelques messages. Et si on parlait de sport, mi-temps. Le sport se vit, se partage et se dialogue. Le 5 novembre, rendez-vous à Toulouse au cinéma Pathé Wilson pour le forum Dialogue Sport 2025. Une journée exceptionnelle pour échanger, débattre, construire le sport de demain. Autour de 4 temps forts, le bénévolat sportif, les infrastructures sportives, le sport scolaire et universitaire et les métiers du sport. Et ce n'est pas tout, l'équipe de l'émission Et si on parlait de sport sera sur place pour une édition spéciale Et si on dialoguait sport, le débrief. Participez, rencontrez, vibrez. Toutes les infos sur la page LinkedIn Dialogue Sport. Dialogue Sport 2025, c'est vivre, aimer et communiquer sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Retour sur le plateau Et si on parlait de sport. Et pour cette deuxième mi-temps, on part du côté des cours de tennis avec une belle histoire de complicité, de fidélité, de passion partagée entre un entraîneur et sa joueuse. Nous avons le plaisir d'accueillir David Sedbon, coach du tennis club Dawson, avec Ambre Mazangue qui est 18 ans, jeune joueuse pleine de promesses, victorieuse récemment du tournoi Dawson. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous chacun vous présenter brièvement pour nos auditeurs? Moi, c'est Ambre, j'ai 18 ans et je suis rentrée en fac de droit cette année. Côté tennis, je suis actuellement 15-3 et j'ai pour ambition de monter 15-2 d'ici l'été prochain et voire même 15 ans, pourquoi pas. Pour me décrire au niveau de mon caractère, je suis plutôt très émotive et timide et je suis jamais stressée avant un match de tennis, ce qui est fou, mais c'est le cas. Voilà. Et moi, c'est David Sedbon, donc professeur de tennis au tennis club Dawson, ancien joueur en national. Et j'ai écrit un livre sur la préparation mentale qui s'appelle L'influence des émotions il y a 2 ans. On en a parlé il y a quelques temps quand on t'a reçu dans l'émission et c'était un plaisir. Ambre, on va commencer par toi. Tu as démarré donc le tennis à 7 ans à Auxonne. Raconte-nous comment cette aventure a commencé et pourquoi tu as choisi ce sport finalement. Oui, donc j'ai commencé à 7 ans avec David. C'est ma mère qui m'a inscrite pour la première fois parce elle faisait du tennis plus jeune, donc normal. C'est le tennis qui t'a en fait choisi à travers ta maman. Exactement. Et donc le sport en lui-même, facile directement, pas de problème de mise en jeu, ça c'est tout de suite, tu l'as senti. Après, je m'en souviens pas trop. À 7 ans, je m'en souviens pas du tout même. Faut plus demander à David, mais à 7 ans, je m'en souviens pas. Je me souviens juste de quand je suis revenue. Donc, parce que j'ai fait une petite pause de 2 ans, je suis partie dans un club. Et je me souviens juste le fait que quand je suis revenue pour Auxonne, je me souviens que là où c'est que David m'a dit « Est-ce que tu veux vraiment te mettre à la compétition ?» Et j'ai dit oui, donc... Alors justement, voilà. David, tu as connu Ambre très jeune. Comment s'est passée cette première rencontre sur le court? Puisque toi, tu avais un regard d'adulte, de professeur. Oui. Comment tu as senti ça? On dit souvent qu'on perçoit à travers des jeunes parfois des qualités. Oui, bien sûr. Moi, je m'en souviens un petit peu plus qu'elle. C'est normal. Elle était toute petite. Oui, elle a fait partie des joueuses, des jeunes élèves, vous savez, où on sent
des aptitudes, c'est-à-dire des aptitudes physiques, aptitudes de concentration. Déjà, dès le plus jeune âge, on le ressent. Ceux ou celles qui peuvent être un peu plus matures que les autres, déjà, sur le terrain, avec après toutes les qualités qu'ils peuvent faire un bon joueur ou une bonne joueuse de tennis, comme la coordination, l'appréciation des distances, tout ça, ou ce qu'on travaille chez les plus jeunes. Donc, ça m'a tout de suite intéressé de travailler avec elle. Et Ambre, de ton côté, toi, alors tu étais plus jeune, mais tu as grandi avec lui. Comment tu as cette relation, cette confiance finalement que tu as faite à David, comment ça s'est passé? J'ai direct accroché, sinon je serais pas revenue. Mais c'était un peu, on va dire, une évidence. Même si avant mon départ, je m'intéressais pas trop à la compétition, j'en faisais quasiment pas. Et je pense que le peu de matchs que j'ai fait, c'était une catastrophe. David, tu dis souvent que tout coach ne correspond pas à tout joueur. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que ce duo fonctionne si bien? Je pense que, vous savez, dans une relation coach-élève, il faut qu'il y ait déjà une relation de confiance avant tout. C'est-à-dire qu'il faut que l'un et l'autre se fassent confiance, qu'ils aient un petit peu la même vision des choses, la même vision d'approche de la compétition, de l'approche de l'entraînement. Il y a le côté joueur, il y a le côté aussi, surtout, caractère, l'humain d'abord aussi. Faire en fonction du caractère, de l'état d'esprit de la personne, le cerner, le connaître bien pour pouvoir justement voir ce qui lui correspond le mieux. Justement, Ambre, tu évoques ton côté émotionnel. Comment tu gères cette dimension sur le court et quel rôle a David dans ta vie de tenniswoman? Donc oui, je suis quelqu'un qui vit trop à fond, on va dire. Je peux me laisser aller facilement déborder, que ce soit dans la tristesse ou dans la colère, vraiment les deux. Et c'est dans ces moments-là que David arrive à me canaliser et me recadrer quand je dépasse les bornes, ce qui m'est déjà arrivé quelques fois. Et donc c'est vraiment cette relation de confiance. Et je pense qu'il n'a pas dit, mais c'est quelqu'un de très très exigeant. Donc je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui peut supporter son exigence extrême. Vraiment. Alors tu dis tu dépasses des bornes, mais c'est quoi pour toi dépasser les bornes? Tu envoies ta raquette balader, tu envoies une balle lancée, je sais pas, monsieur le coach? Alors, ça va pas jusque-là, mais on va dire que c'est surtout par rapport à son langage du corps. En fait, c'est-à-dire qu'elle commence à avoir une attitude extrêmement négative. Elle envoie des messages à l'adversaire finalement. Exactement, des messages très négatifs et elle va râler beaucoup. Mais ça, c'est on constate ça pas mal quand on voit des matchs de tennis, que ce soit homme ou femme. On sent quand le joueur commence à perdre ses moyens, parce que comme tu te parles d'une gestuelle du corps. Exactement, on parle beaucoup de ça, du langage corporel justement, parce que déjà c'est négatif pour soi-même, mais c'est aussi effectivement, comme tu l'as dit Laurent, c'est envoyer des signaux négatifs à l'autre qui peut remettre en confiance justement, qui se dit tiens, il y a une faiblesse là, mentale peut-être quelque part, et une baisse de concentration. Et avec Ambre, vous savez, tu as dit on le voit chez les hommes et chez les femmes, tout à fait, mais l'approche n'est pas la même. On sait que les hommes et les femmes ne réagissent pas de la même manière. Les femmes ont peut-être une émotion un peu plus importante, une sensibilité différente, une anxiété différente. Et donc, il faut aborder aussi en fonction du caractère de la personne. Je reviens sur Ambre parce que tu écris, ou tu dis, j'ai lu ça, que tu es quelqu'un qui vit tout à fond et parfois tu te laisses déborder. Et quand tu perds un point important et que tu doutes, tu as besoin d'une présence. C'est ça exactement ? C'est exactement ça. Et je sais qu'il faut que je regarde David. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un de très calme. Il montre aucune émotion. Par exemple, je vais faire une comparaison avec mon père, forcément. Parce que je sais que mon père, il a tendance, quand il est sur le côté, par exemple, si je suis à côté de David, c'est le genre de personne à faire... à taper sa cuisse dès que je rate un point très important. Ou très récemment au tournoi d'Awson, il m'a dit « c'est pas grave sur un point important ». C'est le genre, ouais, c'est vrai, excuse-moi, c'est vraiment le genre de choses, je rebondis là-dessus, mais qu'on n'aime pas entendre à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, c'est grave, justement. Est-ce que c'est pas le propre de tous les parents ? C'est le propre de tous les parents. Quand on voit ça, on parle même du football, on voit ça dans beaucoup de sports. C'est pas la faute de ton papa, c'est parce qu'il a une envie que tu gagnes et qu'il s'exprime sous cette forme-là. Et effectivement, la présence d'un coach qui lui a du recul par rapport à ça, qui n'a pas le même relationnel, fait que effectivement, c'est important et ça te calme, j'imagine. Un regard, j'ai compris qu'il fallait que je me calme direct, quoi. Il valait mieux. Oui. Du coup, Ambre, on en a déjà parlé un peu de cette relation sur les tournois qu'elle est si importante pour toi par rapport à David. Mais revenons sur ton classement. Aujourd'hui, tu es 15-3 avec de belles performances cette année. Quels sont les objectifs pour la suite de cette année et l'année prochaine ? Donc 15-2 pour l'année prochaine, l'été prochain.
Et dans 2 ans, pourquoi pas 15 ans, hein, ce serait pas mal. Tu as fait le tournoi d'Aussonne que tu as gagné cet été. Oui. C'est un tournoi important pour toi. Une victoire à domicile, comme on dit, avec une période un peu compliquée sur les plans des résultats. Comment tu as vécu ce moment ? Parce qu'on va parler de l'avenir, mais on revient juste un petit peu sur cette période-là. Parce que gagner un tournoi, c'est quand même important. Bah, c'était exceptionnel. Il faut savoir qu'avant Aussonne, donc je sais pas, j'avais une période, depuis le début de la saison, c'était catastrophique. Je faisais, à 30 ans, je galérais à gagner des matchs à 30 ans alors que j'étais 15-5 à cette époque. J'étais redescendue même 30. Je l'avais dit qu'à David. Bon, maintenant, vous le savez tous, j'étais redescendue 30. Et donc, grâce à Aussonne, je suis remontée 15-3. Mais c'était exceptionnel. C'était trop bien. Et à Aussonne, 3 matchs, 3 heures de match à chaque fois, quasiment. Et à chaque fois en 3-7 les 3. Donc, c'était pas mal. Je pense qu'elle a été transcendée par le fait de jouer chez elle devant tout le monde, déjà sur son cours. Ah oui, parce que 2 semaines avant, je faisais le tournoi de Fenouillet et j'avais perdu au premier tour. Et j'avais dit à David, je mise tout sur Aussonne. Et j'ai tenu ma promesse parce que du coup, je l'ai gagné. Tu nous as fait une boisson, c'est ça, non ? Exact, c'est ça. C'est ça, personne ne l'attendait. Alors David, toi tu la suis dans un certain nombre de tournois, j'imagine. Quelle importance ta présence pour elle pendant ces moments de compétition ? Comment vous canalisez ça ? Quel est un peu le truc, on va dire ? Je sais, on parle de relations là, mais quel est le truc ? Comment tu la prépares un petit peu par rapport à ça ? Alors déjà, première chose, généralement, si j'arrive à le faire en termes de disponibilité, c'est que je la fais taper la balle un petit peu avant. C'est-à-dire que je ne l'envoie pas directement. J'aimerais qu'elle s'échauffe un petit peu, qu'elle trouve quelques sensations. Pour partir avec un petit peu de confiance, un peu de tennis juste avant la compétition, et on y va ensemble, parce que ça m'arrive de l'amener ou d'y aller ensemble. Et ensuite, avant le début du match, on arrive toujours un petit peu en avance, je communique toujours avec elle, je lui parle, j'essaie de la mettre dans une bulle, de la faire se concentrer, de lui parler, de la motiver, de lui rappeler un petit peu ses points forts, de la mettre dans un état d'esprit très positif. Et toi, t'écoutes ? Oui. C'est important pour toi d'avoir cette présence-là, enfin, pas que de présence, mais d'avoir quelqu'un qui te drive, on va dire, parce que c'est un peu le rôle d'un coach. Complètement. Et toute seule, tu perdrais tes moyens. Complètement. Je sais qu'il ne serait pas là, je pense que je serais capable de craquer et de perdre le match. Par exemple, je repars sur le premier match que j'ai fait à Aussonne contre une 30. C'était un match très compliqué parce que c'était une dame qui faisait que tout remettre à chaque fois. Et je sais qu'il n'y aurait pas eu David, ça aurait été très compliqué parce que ce genre de personne à jouer, qui remet tout le temps, je pense que j'aurais craqué très facilement et j'aurais perdu, quoi. Je sais que c'est un style de jeu qui lui convenait pas du tout. C'était pas une question de niveau de jeu proprement dit, parce qu'elle était meilleure, on va dire, intrinsèquement au niveau tennis pur, mais c'était un style de jeu qui ne lui convenait pas. Donc il fallait le gagner vraiment avec la tête, celui-là, et avec le physique. Donc, c'est toi qui disais aussi que le tennis, c'est, je me trompe, mais 80% dans la tête. Oui, voilà. On parle à peu près de ça. Et donc c'est un vrai travail qu'elle doit faire sur elle-même quand même, de durcir, de moralement, d'être beaucoup plus forte. C'est ça un petit peu le travail qui te reste à faire aujourd'hui. C'est ça. Et c'est vrai que c'est là où elle m'a étonné, parce qu'en fait, à Aussonne, ces 3 matchs, elle gagne le tournoi, mais je l'ai déjà vu bien mieux jouer au tennis. Par contre, je ne l'ai jamais vu se battre autant. On sentait que c'était pour elle, quelle que soit la manière. Je faisais que défendre, alors normalement, je suis plus attaquante que défenseuse. Que défenseuse. Voilà. Moi, j'ai une petite anecdote sur toi, Ambre, que tu as dit à David très récemment au cours de ta carrière de tenniswoman. Tu as dit une phrase qui dit « Si tu pars du club un jour, soit je te suis, soit j'arrête le tennis ». Ça en dit long sur la relation que vous avez tous les deux. Ah oui, je lui ai dit, mais en fait c'était tellement sincère, je l'ai même pas calculé, pour moi c'était tellement normal, je pense que les gens ils vont pas comprendre, mais pour moi c'était... Elle me l'a dit très spontanément pendant un cours de tennis, et moi je l'ai regardé, ça m'a un petit peu surpris, un peu. Et je pensais pas que c'était à ce point-là. Mais oui, effectivement, je pense que ça démontre la confiance et le respect qu'on a depuis 11 ans maintenant. Ouais, et toi, ça te fait quoi ? Enfin, d'avoir une athlète aussi encadrée, que tu l'encadres autant, que tu donnes énormément d'énergie et que tu vois aujourd'hui que, en fait, être en l'appareil avec une simple phrase, tout simplement. Eh ben, on va dire que ça me motive à continuer, tout simplement. J'espère qu'elle va rester encore quelques années. On va aller un peu plus loin, on va avancer côté inspiration. Tu disais que tu es une fan de Nadal et de Jasmine Paolini, dont tu aurais un petit look qui ressemble un petit peu, ouais, j'avoue. Comment tu vois ça ?
Pour Nadal, c'est tout simplement pour sa combativité et son mental. Et Paolini, donc, c'est pour son énergie, son sourire et son jeu. Et un petit peu pour sa ressemblance. Voilà, il y a un petit côté Paolini. Oui. Vous suivez donc, j'imagine, tous les deux le tennis. Je ne sais pas à quel niveau, mais est-ce que vous vous intéressez au tennis professionnel et aux grands tournois internationaux ? Bien sûr. Tous les deux, vous suivez. Oui. Donc, on va rentrer dans, effectivement, vous savez qu'en ce moment se déroule ce grand tournoi parisien, le Roller Paris Masters, qui se tient donc depuis le 25 octobre, qui a démarré et qui va jusqu'au 2 novembre. Un tournoi mythique qui a été créé en 1986, longtemps organisé donc à Bercy, et qui va vivre une véritable révolution, puisqu'il y a un déménagement historique à Paris, la Défense Arena. David, toi qui es dans le tennis depuis longtemps, qu'est-ce que s'inspire ce changement finalement ? Alors, ce qui m'a inspiré au tout premier abord, c'est un petit pincement au cœur. Parce que, pour être honnête, parce que ça faisait 40 ans. Moi, j'avais 5 ans quand le Bercy a commencé et j'y allais avec mes parents, avec mon père. Et c'est un stade emblématique. Mais maintenant, je pense que, comme dans tout, il faut évoluer. C'était nécessaire. Là, on est à la Défense Arena, on est dans un stade plus important, plus grand, modulable, plus moderne. Qui accueille, avec un central qui accueille, je crois, 17 500 spectateurs, proche des gens, il y a un courant plus, même la hauteur sous plafond, j'ai lu ça récemment, est plus importante. Enfin, voilà, tout est. Non, puis il y avait des exigences aussi de l'ATP qu'il fallait respecter. C'est ça, il y a un cahier des charges. Il y avait depuis quelques années aussi on va dire des passe-droits qui étaient faits parce qu'il fallait que ça reste à Bercy, mais Bercy était plus adapté. Je me souviens de 86 aussi de mon côté, donc on pourrait y avoir passé du temps. Oui. Donc c'est vrai que c'est une belle salle aussi, c'est vrai que ça fait rêver, mais elle est plus adaptée au tennis d'aujourd'hui, quoi. Tellement plus adapté que ça serait resté encore 4-5 ans comme ça. On dit que ça serait descendu peut-être sur un ATP 500 ou un ATP 250. Alors on dit que c'est vrai qu'on parle d'un Masters de 1000 indoor, unique au monde. Désormais on peut offrir une expérience plus qualitative avec un central de 16 000 places, des cours annexes plus accessibles et une meilleure visibilité. Voilà ce qui est proposé donc à cette arena. Ambre, toi qui pratiques en compétition, qu'est-ce que tu penses de l'évolution du tennis moderne ? Plus de spectacles, plus de technologie, plus d'espace. Comment tu vois ça, toi, vu ton regard à toi de jeune tennis woman ? En tant que joueuse, c'est une opportunité. C'est aussi un risque, parce que ça peut être le côté chaud qui peut prendre le dessus sur l'aspect sportif et humain. Enfin, moi, ce qui m'avait marqué, c'est avec le tournoi là récemment, le Six Kings Slam en Arabie Saoudite. Ça m'a choqué, quoi. Ils font 3 matchs et le gagnant il rapporte 6 millions. Oui, mais là c'était un truc de gala, on n'est plus dans la même compétition. Non, c'est pas du sport de la même manière. Là c'est l'argent qui domine, et c'est plus le sport, quoi. On est bien d'accord. C'est pour ça que ça a été un petit peu décrié. Ouais. Donc voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire pour aller jusque là. Tu vois que la barre est assez haute, mais si tu vas aller jouer dans des compétitions, dans des lieux pareils, il va falloir s'accrocher, se durcir dans sa tête et s'accrocher à ton entraîneur. Mais il y a encore du travail. Voilà, il faut bosser en tout cas. Je sais pas on verra si je la supporte jusque-là. Si on parle de sport pur, ce tableau il est quand même magique, incroyable même. Encore une fois, Sinner, Alcaraz, Medvedev, même si je trouve encore mon aspect un peu analytique du tennis, il a un peu baissé et c'est plus le même joueur qu'il y a 4-5 ans. Et surtout les Français, quels sont vos pronostics, sachant que on a vu qu'à Shanghai, il y a eu une petite bagarre entre 2 cousins. Ils vont peut-être se retrouver. Quels sont vos pronostics pour le Paris Masters ? Alors, c'est compliqué. Alors, pronostic, ce serait bien qu'il y ait un Français qui fasse une surprise pour aller un petit peu plus loin. Moi, je crois qu'il y en a 2 qui sont passés aujourd'hui. Après, en tant que pronostic pour le vainqueur, c'est difficile d'être original. Parce que ces derniers temps, il y en a 2 quand même qui se partagent la part du gâteau. Et qui nous font un spectacle extraordinaire. Au vu de la surface, que j'ai lu un peu plus lente, qu'ils ont ralenti un petit peu, et vu la variété des coups d'un Alcaraz, par exemple, avec ses amortis, ses montées au filet, sa capacité à varier justement, à changer un peu de type de jeu. Sinner exceptionnel, mais un jeu un tout petit peu plus stéréotypé. Je verrai un peu je mettrai une petite pièce sur Alcaraz. Mais Alcaraz, il cherche aussi à multiplier ses grands prix parce que finalement, après Roland Garros, il faut marquer des points et essayer de faire le grand chelem à un moment donné, quoi. Bien sûr.
Bien sûr, ça peut être un objectif. Oui, Côté français, quelques noms peut-être à nous donner. On sait que. Rinderknecht. Alors on sait qu'un Hugo Humbert a annoncé son forfait aujourd'hui. À cause de son dos, il s'est blessé bêtement au tournoi de balle là, au dos, en finale d'ailleurs. Oui, c'est en finale. Ouais. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce qui nous reste sur le papier ? Il y a ceux qui sont en confiance en ce moment. Il y a Rinderknecht, là. Il y a Mpetshi Perika aussi, qui a gagné un tournoi. Malheureusement, la surface, elle est un peu lente. Donc, pour son service, c'est un petit peu moins avantageux pour lui. Il y a lui. Bon, Arthur Fils, il n'est pas là. Non, il y a Caso aussi. Il y a Caso qui vient de passer. Peut faire quelques... Ouais, bien sûr. Ils ont repêché Royer, c'est ça, non, le garçon. Oui. C'est ça, lui qui était repêché à la place. Qui avait perdu au dernier tour des qualifs. Écoutez, on leur souhaite de passer le plus de tours possible. Après, ça va dépendre beaucoup du tirage aussi. C'est toujours pareil. Et même s'il est monégasque, Vachereau, il va refaire une petite Shanghai ou pas ? C'était une très belle surprise. Moi, je le connaissais très peu. J'en ai entendu vite fait parler et écoutez, on verra bien. Après, comme je dis, moi, ça dépend beaucoup aussi du tirage, du style de jeu. Ça reste un match, des matchs en 2-7 gagnants où tout peut se passer. Qu'est-ce que vous pouvez témoigner pour les gens qui voudraient se mettre au tennis ? Quels sont, toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes femmes qui se disent j'y vais pas ? Le tennis, c'est pas uniquement du loisir. Toi, tu fais de la compète maintenant. Qu'est-ce que tu pourrais faire passer comme message ? Lancez-vous. Enfin, n'ayez pas peur. Au pire, si ça vous convient pas, vous arrêtez. Mais si vous essayez pas, vous pouvez pas dire que ça vous convient pas. Ouais, mais tout le monde n'a pas un David sous la main non plus. Hein. Eh ben, venez à Auxonne, voilà. Tu voulais ajouter un petit mot ? Ah oui, parce que tout à l'heure, je pouvais pas le dire. Mais petite dédicace, du coup, David, c'est le best coach ever. Et tant que je n'arriverai pas à le battre, je resterai à Auxonne. Voilà. David, un dernier mot ? Bah écoute, accroche-toi. On verra. Et puis, en attendant, évolue petit à petit. Avant de griller les étapes. Il faut penser aussi je ne sais pas où tu en es au niveau études, mais tout ça, c'est important aussi. Ça va conditionner un peu ton parcours et ta carrière sportive parce qu'il faut aussi trouver une voie. Alors, sauf si tu deviens professionnel du tennis. Oui, pour l'instant, j'arrive à concilier fac de droit et tennis. Je continue mes 2 entraînements. Donc, on va continuer les 2 entraînements. Moi, je pense que au niveau tennis, elle, ce qu'elle veut, c'est et ce qui est moi aussi, ce que j'aimerais, c'est qu'elle aille au maximum de son potentiel avant d'avoir des exigences trop importantes. Le tennis, c'est le sport de toute une vie. Moi, je pense qu'elle va être meilleure à 22 ans qu'à 18, qu'à 20, et à 25 meilleure qu'à 20, etc. Donc, on va essayer de la faire évoluer tant qu'elle restera dans le milieu. Merci à tous les deux pour ce bel échange, à la fois personnel et passionné, qui montre combien le tennis, qu'il soit joué à Auxonne ou à Paris La Défense, reste avant tout une histoire d'émotion, de confiance et de passion. On sent une complicité rare entre vous, basée sur la confiance, la patience et l'envie de progresser ensemble. Merci d'avoir partagé cette belle histoire de sport et d'humain. Bonne chance à toi, Ambre, pour la suite de ta carrière sportive, et bravo à toi, David, pour ton accompagnement exemplaire. Merci Laurent. Merci pour votre invitation. Et vous êtes les bienvenus dans l'émission quand vous le voulez. C'est la fin du match et de cette 125e émission de Et si on parlait de sport ? Et si on parlait de sport ? Fin du match. Et c'est la fin du match et de cette 125e émission de Et si on parlait de sport ? Un grand merci à nos invités du jour, Michel Chauvin, Alexandre Munoz, Marc Munoz, Jean Verriès, David Sedbon et Ambre Mazanque. Merci pour vos voix, vos parcours, vos témoignages et vos passions. Merci à vous, auditrices et auditeurs fidèles. Continuez à liker, commenter, partager. Surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. C'est vous notre moteur. Merci à nos partenaires, LG Consultants, Samper Connect, le magazine Sport Région avec André Lafenêtre, l'agence Bellombra avec Bruno Hamet et Dialogue Sport, je le rappelle, qui a lieu le 5 novembre bientôt à Toulouse. Vous aimez Et si on parlait de sport, alors passez de l'autre côté du micro, devenez vous aussi un membre ou supporter de l'association, parce que Et si on parlait de sport, ce n'est pas qu'une émission, c'est une communauté de passionnés qui fait vibrer le sport sous toutes ses formes. En nous rejoignant, vous aidez à valoriser ces acteurs, à raconter ces plus belles histoires et à faire grandir cette grande aventure collective. Rejoignez-nous dès aujourd'hui et faites battre le cœur du sport avec nous. On se retrouve bien sûr bientôt pour un nouveau numéro d'Et si on parlait sport, votre rendez-vous où la passion du sport se conjugue toujours avec humanité. À très vite et d'ici là, continuez à vivre le sport autrement.